Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous présenter un cas patient à l'ancienne. Merci pour tous les commentaires que je reçois. N'oubliez pas d'adhérer à Holistic Care, l'association Holistic Care, mon association, votre association, la nôtre, tous ensemble. Ça avance bien. N'oubliez pas d'adhérer, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Nous ferons pas mal de vidéos et ça viendra sur pas mal de sujets. Alors, cas patiente en fait. Cas patiente, très intéressant. Sur est-ce que le fait de voir plusieurs personnes, plusieurs spécialistes, notamment deux de la médecine fonctionnelle et un spécialiste, le plus grand de l'intestin, permet d'être en pleine forme? Est-ce que voir des spécialistes avec un prix exorbitant et la prescription de compléments alimentaires à gogo, est-ce nécessaire pour être en bonne santé? Et vous allez voir effectivement que ça peut être problématique. Nous n'allons pas parler en fait, notamment de ces spécialistes, mais plus de l'errance en fait médicale, même par la consultation de ces spécialistes. Et nous allons essayer de comprendre quelle est la problématique. Est-ce que c'est ces spécialistes et ces médecins, ou ces pros ou d'autres pros, ou est-ce que c'est effectivement peut-être le manque de dialogue, ou est-ce que c'est effectivement chacun de travaille de son côté et n'est pas content en fait de l'autre ou ne souhaite pas partager ces informations? Quelle est la problématique et pourquoi, lorsqu'on voit autant de spécialistes depuis des années, on est obligé de souffrir en fait pour peut-être enfin trouver une solution qui était peut-être à côté de notre porte. Donc c'est une patiente qui a 40 ans, qui est plutôt un bon cadre de vie, un bon métier, donc thérapeute biogénéalogiste, 40 ans, plutôt jeune, 1m60, 78,5 kg. Et le motif de la consultation dans l'image numéro 1, c'est perdre du poids dans un premier temps, second temps, avoir de l'énergie, troisième temps, ne plus souffrir musculairement, et dernier, se débarrasser de cette foutue rétention d'eau, c'est ce qu'elle dit. Vous avez la petite description qui s'affiche ici. Et donc du coup, par rapport à ça, moi je dirais plutôt changer le motif de la consultation, si vous me connaissez maintenant. Premièrement, avoir de l'énergie. Dans un second temps, ne plus souffrir musculairement. Troisième temps, perdre la rétention d'eau. Et quatrième temps, perdre du poids, ou du gras plutôt. Parce que poids, ça peut être musculaire, squelettique, etc. Donc cette patiente va voir un spécialiste de l'intestin qui lui explique bon, qu'elle fait une écho du foie et il décèle une stéatose hépatique. Elle ne supporte pas en fait ces médicaments et elle ne supporte pas aussi un petit peu ses compléments alimentaires et on lui conseille un régime sans fructose qui a été mis en place de 2013 à 2017 et des champignons en poudre. Donc suite à ce régime, elle perd du poids, un petit peu de poids puisqu'elle mange plus rien, une restriction alimentaire qui peut causer une restriction cognitive. S'ensuit donc un échec de cette consultation, premier échec de la consultation, même si on savait qu'elle avait un foie gras. La seule chose qui nous informait qu'il n'y a pas eu de changement en fait avec ce spécialiste. Et elle voit un spécialiste de la médecine belge dans une clinique en Belgique en 2017, diagnostiquée hypothyroïdienne. Et ce médecin lui dit effectivement, vous avez une résistance à l'insuline qui peut causer un diabète plus tard. Et elle consultait en fait pour une grosse fatigue, une grosse langue, des yeux bouffis, des caries, 4 dents dévitalisées pendant ses grossesses et une incapacité à contracter ses mains tellement elle a des œdèmes. Donc c'est vraiment problématique. On peut suspecter bien sûr la thyroïde. Elle n'a pas de vie stressante et ce qui la ronge le plus, c'est en fait de grossir et l'impression d'avoir 20 ans de plus que son âge réel. Alors elle a des cheveux bleus depuis l'âge de 25 ans et des antécédents familiaux, notamment au niveau thyroïdien, beaucoup son père, et, sa sœur, etc. Alors au niveau d'autres sujets, donc elle a fini en 2013, donc elle suit un régime au niveau alimentaire IGBA. Elle suit donc l'introduction des légumes, donc introduction des légumes car avant le vitaliseur de Marion Kaplan, je n'arrivais pas à manger des légumes, j'avais des diarrhées et des maux de ventre. Alors c'est pas le spécialiste bien sûr. Donc en 2015, elle voit une naturopathe qui lui retire le laitage. En 2017, elle passe par un petit déjeuner protéiné via une clinique en fait en Belgique. Et ensuite, elle voit donc du coup un autre médecin qui lui évite en fait tout ce qui est pain, pâtes, etc. Et notamment, elle perd 7 kilos, mais elle est très frustrée, donc elle a plus de fruits, plus de pain, plus de sucre, plus de lait, plus de gluten, plus de maïs, plus d'aliments. Elle mange plus rien et elle perd 7 kilos et elle a des problèmes au niveau de sa vie sociale et très frustrée. Donc elle a dû arrêter. Donc on voit effectivement que ce genre de régime s'arrêter du coup à des nutriments
peut causer un gros problème. Et elle consulte 2007 à 2008 quelqu'un au niveau du jeûne. Il n'y a pas eu d'effet en fait, tout ça n'a rien donné. Vous allez voir en fait qu'on lui donne des hormones qui ont eu beaucoup d'effets secondaires. Donc en 2013, avec le médecin spécialiste sur l'intestin, il n'y a pas eu de solution. Et donc elle voit le spécialiste belge et là, le plus grand spécialiste belge. Et là, je vais vous donner en fait des analyses de sang pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Alors, je vais mettre du coup ici, vous avez donc la glycémie à jeun, vous avez la partie 2, donc la biochimie des glucides, vous avez la biochimie à jeun qui est plutôt équilibrée, qui est à 0,88, et vous avez l'insuline qui est à 160 picomol par litre, donc toujours dans celle-là. Vous avez l'indice OMA qui est à 4,96, l'indice de Quick qui est faible. En fait, cette personne a une résistance à l'insuline élevée, donc elle a du mal à métaboliser le sucre. Lorsque vous avez une résistance à l'insuline, c'est que votre sucre ne passe pas en fait dans le foie ou dans le muscle, généralement dans le foie, on débute par le système hépatique et du coup vous êtes fatigué. Et d'où la stéatose hépatique diagnostiquée par le premier médecin. Mais si le premier médecin avait envoyé les données à ce second médecin, on n'aurait pas besoin peut-être, on aurait dû savoir déjà qu'elle avait une résistance à l'insuline. Probablement que ça n'a pas été décelé par le premier, ce qui était bizarre, qui fait une stéatose, il fait une écho du foie et il ne fait pas une résistance à l'insuline. Illogique même pour un grand spécialiste de l'intestin. Cependant, ce médecin vient quand même faire des analyses très intéressantes et notamment on découvre une vitamine E qui est très faible et un zinc qui est très faible. Vous pouvez le voir dans cette petite image. Vous avez les hormones thyroïdiennes. Ici, je mets donc la partie endocrinologie, donc TSH 0,87 millilitres par litre, 0,345, ça a l'air tout à fait normal. T3 libre 4,93 picomol par litre, entre minimum 3,27 à 6,47, on va dire que c'est la moyenne. Et T4 libre, la thyroxine libre, 13,35 picomol par litre, 9,03 à 23,22. Ça reste plutôt dans la moyenne. Moi, si c'était moi, je ne traiterais pas ce genre de patient pour la thyroïde. C'est que mon cas à moi. Pourquoi ça? Vous allez voir qu'elle va être traitée pour la thyroïde. Parce que lorsqu'on a une résistance en fait à l'insuline, et c'est ça que un des plus grands spécialistes de la thyroïde aussi n'a pas approfondi, c'est que d'abord on s'occupe d'une priorité au niveau de l'analyse de sang, c'est-à-dire on regarde ce qui est important. Ici, c'est la résistance à l'insuline. Lorsque vous avez une résistance à l'insuline, votre foie ne transforme pas le sucre en fait en glycogène, il le transforme en graisse. Ce qui veut dire que lorsque vous transformez votre sucre en graisse et pas en glycogène, votre T4 ne se convertit pas en T3. Donc on peut supposer déjà qu'une baisse de la fonction thyroïdienne est due aux stéatoses et à la stéatose hépatique et suite à l'ancien médecin. Mais si l'ancien médecin avait envoyé ces informations au deuxième médecin, on aurait trouvé une solution. Le second point, c'est que dans cette partie, on peut constater aussi que les hormones thyroïdiennes sont plutôt normales, j'ai l'impression, mais effectivement, lorsque je l'ai expliqué dans les conférences, un diabétique sera probablement et de manière aura plus de chances de devenir hypothyroïdien parce que son foie étant bloqué, la thyroïde, la conversion se fait dans le foie. Et on sait très bien que ceux qui ont des stéatoses hépatiques et lorsqu'on fait des échos du foie, etc., ou des biopsies, on peut trouver des hypothyroïdiens et énormément d'hypothyroïdiens. J'avais cité toutes des études lors de conférences, notamment probablement avec l'UPGCS et lorsqu'il y avait des conférences ici vers Salon de Provence, j'avais expliqué toutes les études qui montraient qu'il y avait une corrélation et une association avec les problèmes donc, de thyroïde et de diabète. C'est logique, ça joue ensemble. Donc, on ne traite pas la thyroïde lorsqu'on a des problèmes de diabète. On résout le diabète, puisque ce sera la 7e cause de mortalité au monde. On résout le diabète et ensuite on voit si ça améliore la thyroïde et on traite si besoin. C'est là où il faut être très prudent avec la prise en charge patient. Et donc, au niveau de la biochimie, on voit qu'il faut être très prudent sur certaines choses. Donc, il faut prendre le temps avec chaque patient. Il ne faut pas traiter sous hormones. Donc, premier point, un manque de dialogue. C'est ce que je vais noter aussi au fur et à mesure parce que je n'ai pas fait ma conclusion et je voulais vraiment le noter pour vous. Donc, un manque de dialogue avec les professionnels, donc un manque total de discussion. Il y a un manque de transfert de dossier aussi et un manque de compte rendu. Or, ça aurait été, je pense, très intéressant de voir un spécialiste de l'intestin, je remets pas ses connaissances en cause, envoyer les informations à un autre spécialiste et du coup compléter la boucle. Mais bon, peut-être que l'ego, c'est difficile. Les anticorps thyroïdiens sont normaux, donc Hashimoto très faible, et vous pouvez constater aussi au niveau du cortisol que le cortisol libre est très bas, et la transcortine aussi, elle est plutôt normale, enfin normale élevée, et vous avez notamment le cortisol libre de 8 heures qui est à 2,1. Vous pouvez le voir ici dans
dans la problématique. Et donc, c'est très, très problématique. Cette personne manque de cortisol, l'hormone anti-inflammatoire et l'hormone de stress, l'hormone anti-stress, qui permet de lutter contre la situation stressante. Tout ce qui est testostérone, etc., comme vous pouvez le voir dans cette partie, c'est plutôt correct. Je ne vois pas problématique de testostérone. Je précise la testostérone, vous allez voir pourquoi. La DHEA a l'air un petit peu basse, la prénone un petit peu basse. C'est logique. Le diabète influe sur la thyroïde influe sur les hormones surrénaliennes, etc., qui affaiblit le corps. On pourrait penser que c'est toujours le diabète la première chose, et donc une diététique de base avant de compléter sous hormones, mais vous allez voir par la suite que ça n'a pas été établi. Donc ça, c'est pour le premier point avec le grand spécialiste belge. Le second point, nous pouvons voir en fait l'iode qui est très très bas ici, donc l'examen des urines. Alors c'est très intéressant, par contre il faut noter l'examen des urines, ça a été un petit peu inventé par eux et créé par eux, et je trouve ça super intéressant de faire les analyses d'urine, puisque les analyses de 24 heures, c'est les entrées et les sorties, donc on peut voir les métabolites sur 24 heures et comment ça se passe. Vous pouvez voir ici donc, que l'iode est très très bas ici, le volume des urines, la diurèse n'est pas très élevé, 900 ml, donc même pas 1 litre, donc elle le garde beaucoup l'eau, ce qu'elle disait. Et au niveau calcium, on peut voir une baisse du calcium. On peut supposer que c'est un problème de thyroïde, parce que la thyroïde s'occupe de la réabsorption du calcium. Et dans l'examen des urines, l'examen des urines V.1, vous avez donc la T3, T4, et effectivement, la T3, T4 a l'air plutôt basse, dans la fourchette basse. C'est pas très très bas, mais c'est bas. Entre 800 et 2500, elle est à 1040, et l'autre était de 550 à 3500, elle est à 1050 pour la T4, donc c'est bas. Le cortisol, par contre, est très bas, et ça, on l'a vu dans les urines et dans les analyses de sang. On peut supposer que la fonction surrénalienne a été atteinte pour cette patiente, et non pas trop la fonction thyroïdienne, mais si c'est en baisse, ce n'est pas dû à la fonction thyroïdienne, puisque les anticorps sont corrects, mais plus au diabète, et plus à l'effondrement peut-être du cortisol en premier, qui a affaibli la glande thyroïdienne. Et donc, on peut voir ici les césostéroïdes, tout ce qui est androstérone, etc., testostérone, c'est très élevé. Je ne vois pas de problématique ici. On n'a pas de problématique, mais ça, je précise parce que tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi. Alors, cette patiente, au niveau tout ce qui est donc cétostéroïdes, etc., c'est très bien. Et cette patiente, du coup, va ressortir avec une panoplie de traitements, notamment de la testostérone en gel, parce qu'elle n'arrive pas à perdre du poids. On va lui donner de la testostérone en gel, on va lui donner de l'erfathyroïde, on va lui donner du cortisol, on va lui donner du finastéride à 5 mg. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le finastéride, c'est un inhibiteur en fait de la 5-alpha réductase qui a un effet en fait tératogène par le CNRS et l'Agence nationale de médicaments. Cette patiente a eu quand même un enfant, mais imaginons que si elle voit un autre enfant, elle peut avoir une problématique. Et d'ailleurs, une enquête en fait a été ouverte par l'Agence des produits médicaux de Suède sur l'enquête de sécurité sur le finastéride à 1 mg qui peut causer une dysfonction sexuelle irréversible. Vous avez les contre-indications du finastéride que je vais essayer de mettre ici. Et c'est en effet une grosse problématique. Donc cette patiente n'avait pas 1 mg, elle avait 5 mg. Je peux vous dire que 5 mg c'est quand même élevé et je ne comprends pas. On lui a prescrit aussi de la DHEA en fait. Et la DHEA, une hormone surrénalienne, effectivement elle était basse. Étant donné qu'on lui a donné du cortisol, il faut un équilibre entre DHEA et cortisol. Cependant, pourquoi lui donner de la testostérone alors que sa testostérone est bonne? On lui a donné de la testostérone parce qu'on lui a dit la testostérone fait perdre du poids. Donc ça, c'est une autre problématique. Donc je ne comprends pas la prise de ces hormones. Donc on voit déjà le début en fait de l'extrémisme en fait dans certaines prises en charge et je ne vois pas l'intérêt. Et d'ailleurs, on a des effets indésirables psychiatriques notamment avec possible avec le finastéride. C'est ce que je remets l'étiquette ici, notamment date de publication le 7 février 2019 chez Vidal Actualité. Et l'Agence nationale de médicaments précise que c'est problématique. Ensuite, suite à ceci, elle revient, ça se passe très mal, tachycardie, problème autres. Et donc du coup, nous avons d'autres choses. Donc elle va voir le médecin, l'autre médecin fonctionnel sur Paris, qui lui prescrit bien sûr une analyse encore complète, comme si elle n'en manquait pas, chez le laboratoire Barbier. Et là, on lui fait donc les acides gras érythrocytaires et on voit une accumulation d'oméga 6 et d'oméga 3. On voit, je vais vous mettre ici peut-être les analyses de cette patiente, les acides gras érythrocytaires. Au niveau de l'œstradiol,
c'est tout à fait correct. La DHA, donc elle avait arrêté la DHA en fait parce qu'elle perdait ses cheveux, même sous finastéride. Et on lui a, donc sa DHA était plutôt correcte ici. Vous pouvez voir la DHA qui est plutôt correcte. L'iode salivaire est remonté. Je ne vais pas vous le mettre, il est à 166 sur 300, donc il reste plutôt correct. Sa glycémie a encore baissé ici, donc l'hémoglobine glyquée est normale ici. Et par contre, la ferritine est un peu basse et la CRP est très élevée. Ce qui suppose en fait déjà que la prise en charge de l'ancien médecin n'a pas fonctionné, il n'a pas servi à grand chose, il s'en est déstabilisé son corps et peut-être même aggravé. Son hémoglobine glyquée est normale, donc c'est glycémie normale, mais on recommande à l'OMS de doser l'insulinémie. Et donc vous avez les hormones, donc elle est très basse en RFA thyroïde parce qu'elle ne supportait pas, c'est l'hormone thyroïdienne de porc. On ne prescrit rarement de l'hormone thyroïdienne de porc. Vous pouvez constater que sa TSH a augmenté, donc ça a empiré un petit peu. Ces hormones, par contre, T3 libre et T4 libre sont plutôt bonnes. Et sa T3 reverse est bonne aussi, en sachant que le prix de la T3 reverse c'est 80 €. Vous avez toujours l'étiquette ici. Donc l'homocystéinémie est quand même dans la moyenne et vous avez un OMA-IR cependant qui a baissé. C'est ici l'OMA-IR qui a baissé, donc plutôt bonne nouvelle, elle ne souffre pas de prédiabète et est en bonne voie de rémission. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à cette patiente, c'est lorsqu'elle vient me voir, elle voit plusieurs spécialistes. Des spécialistes en fait de la thyroïde, des spécialistes de l'intestin, des spécialistes de la médecine fonctionnelle, mais en effet, ça ne traite pas. Alors moi, ce que je trouve problématique en fait pour cette patiente, c'est notamment le manque de dialogue avec les professionnels. Si ce n'était que moi, j'aurais traité le diabète, amélioré la fonction thyroïdienne et fait une très bonne diète. D'ailleurs, c'est ce que je recommande, c'est ce que j'ai recommandé à cette patiente, de faire une très très bonne diète pour comprendre en fait un petit peu. On ne prescrit pas des hormones surrénaliennes, testostérone, etc. pour perdre du poids. Ça n'existe pas. D'ailleurs, beaucoup de bodybuilders vous diront qu'il faut serrer la diète, il faut avoir une diète très stricte pour perdre du poids, voire manger mieux, manger plus pour perdre du poids. Cette patiente, c'est toujours restreint, elle ne fait que grossir. Effectivement, lorsque je l'ai vue, elle était remplie d'eau, on voyait qu'elle avait pris du poids. Elle a perdu énormément de cheveux, donc sous DHEA aussi, il faut le rappeler. On ne donne pas à une femme du finastéride de la testostérone. Au niveau de son alimentation, lorsque je l'ai vue, c'était plutôt du thé vert le matin, 2 tranches de jambon, une tranche de pain, de sarrasin. Elle peut manger aussi un avocat à la place et à 11 h, elle prenait un café car fatigue intense. En fait, elle fait une hypoglycémie à chaque fois qu'elle mange le matin. On lui dit de manger le matin, mais elle fait une hypoglycémie. Et à midi, en fait, elle a une grosse portion de légumes, des protéines, un peu de riz basmati, une tisane. Et le soir, pareil, un peu pareil. Et des orties, en fait, tisane d'ortie. Et entre 15 et 17 heures, elle dit qu'elle a le creux d'Hercule, j'ai faim de sucre. En fait, c'est un manque de cortisol. Elle a arrêté, en fait, elle a continué l'ARFA thyroïde à 8,5 mg, ce qui n'est pas énorme, mais elle manque de cortisol. Cette patiente, en fait, le début de sa prise en charge, si elle prenait du poids, effectivement, la stéatose hépatique était très intéressant de déceler la stéatose hépatique, puisque c'est un titre préventif et puis ça fait un coup de tampon sur la carte membre. Cependant, on aurait dû travailler en fait sur une bonne alimentation pour réduire le poids, non pas corporel, mais plutôt le poids, j'allais dire, plus physiologique, c'est-à-dire réduire la stéatose hépatique et notamment réduire en fait la résistance à l'insuline sans hormones. Alors, je ne sais pas si cette personne a été déjà placée sous metformine, mais cependant, on peut déjà constater qu'il y avait des dosages hormonaux qui ont été faits, mais qu'on a traités sur des hormones qu'il ne fallait pas traiter, et ça a aggravé son problème. D'ailleurs, elle a des problèmes de tachycardie, elle a dû baisser son traitement d'ERFA thyroïde, donc elle n'est pas stabilisée. Moi, ce que je trouve en fait problématique, donc c'est le manque de dialogue avec les professionnels, mais surtout le fait qu'elle voit toujours des spécialistes parce que peut-être leurs prix sont exorbitants et qu'en effet ils rentrent dans un moule différent, mais c'est pas forcément d'être dans l'extrémisme de la prise en charge pour avoir une bonne solution. Donc cette patiente avait pas mal de spécialistes, a payé pas mal de milliers d'euros pour avoir ses consultations, mais on est toujours au point mort et rien n'a été fait. C'est ça qui est dramatique. Et maintenant, je l'ai un petit peu en consultation. On va voir ce qu'on peut faire. On va travailler avec des collègues, notamment certains diètes, certains coachs aussi, pour avoir un cadre diététique précis. Voici pour cette vidéo. La problématique, alors je pense que la conclusion, le manque de dialogue avec les pros et le manque de transfert de dossier, mais aussi une spécialité trop précise, et c'est-à-dire un manque d'objectivité, un manque peut-être même d'objectifs réels. On doit cadrer, et peut-être si le premier médecin avait dit, bon, ben, pour cette personne, on va s'occuper du diabète, il faut s'occuper du diabète. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est les régimes à répétition de cette patiente
qui à chaque fois on lui conseille d'éviter tout en fait, de tous les sucres, les glucides, etc. Alors qu'elle n'avait pas forcément besoin d'éviter le fructose, mais ça n'a pas marché. On voit bien qu'elle est toujours en surpoids et que probablement cette cirrhose hépatique a même empiré. Donc regardez sur du long terme, vous avez sur 2013 à 2020, quasi sur 7 ans, vous avez 7 ans de prise en charge et vous voyez un petit peu que 7 ans de spécialistes, ça n'a pas marché, probablement parce que les objectifs n'ont pas été mis assez, ça n'a pas été priorisé, on n'a pas mis une formule en avant. Ce diabète, en fait, cette résistance à l'insuline conduisait donc à une hypothyroïdie qui conduit à un lâchement de la fatigue surrénalienne. On aurait pu traiter que la fatigue surrénalienne et donc éviter et donc réduire le diabète via une alimentation équilibrée, la règle des 3 V d'Anthony Fardet, le vrai végétal varié, et éviter aussi de prescrire une tonne de compléments parce qu'elle ne les supportait pas, etc. Et ça a été problématique. Donc là, elle prend, je crois, lorsque je l'ai eu, 8,5 mg d'ERFA. Donc pour ceux qui connaissent l'ERFA thyroïde, c'est vraiment très très peu. Et elle prend du zinc et je crois un autre complément alimentaire, ce qui reste pour l'instant raisonnable parce qu'elle avait une panoplie d'analyses. Et donc elle me dit, voilà, j'ai écouté beaucoup de vos interventions sur YouTube, donc elle parle de moi, lui aux articles, j'ai un parcours assez chaotique depuis 2013, hypothyroïdie traitée avec ERFA, qui coûte un bras et 2 reins, donc je ne pouvais plus continuer. Une prise de poids importante, difficilement contrôlable depuis mes grossesses. 2011, perte de mon bébé, 22 semaines. 2013 et 2015, j'ai été cerclé et très médicamenté. ATV pour toute la grossesse du bébé 2013, injection de progestérone de retard 2 fois par semaine et 12 SA jusqu'à 35 SA. Mon foie est devenu gros, mais personne ne sait le soigner. Je vous épargne mon parcours de combattant, mais mon dernier médecin nutritionniste était trop, c'est-à-dire trop à mon avis extrémiste. Malheureusement, il a été honnête avec moi, il ne comprenait pas pourquoi quand je perdais 7 kg de gras, je prenais 7 kg d'eau et vice-versa. Le dernier médecin fonctionnel. Depuis que j'ai suivi 3 mois une naturopathe, mais ça a été catastrophique au niveau du poids, j'ai pris 9 kg alors que je suis déjà très élevé, 1m60 pour 70 kg, je fais 62 kg en 2011. Je mettrai ce message en bas et pour vous dire en fait que effectivement, je ne sais pas si revoir des plus grands spécialistes est intéressant, mais en tout cas pour cette patiente, peut-être qu'il fallait juste prioriser l'objectif. Voilà, c'est tout. Et on aurait pu éviter en fait cette errance médicale. Voilà, salut à tous et adhérez à Care, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On va essayer de présenter des capacités au fur et à mesure, même si je ferai un peu plus de biochimie pour ceux qui sont intéressés et si on peut rentrer dans le cas biochimique plus intéressant.